Moi, je vais plutôt me concentrer assez modestement sur un peu des témoignages de ce que j'ai pu voir dans ma pratique en planification, plutôt dans des contextes périurbains, ruraux, au cours de mes 10 dernières années de travail au sein de l'agence Ville Ouverte, où on a accompagné un certain nombre de collectivités, notamment dans des contextes périurbains, notamment dans des contextes ruraux, et on a été confronté finalement à tout ce que vous évoquiez, la complexité et la à débattre et à présenter cette charge des normes, et aussi la complexité à négocier dans le nouveau paradigme ZAN. Donc si on peut avancer, je te montrerai ici, je te remercie. Une petite photo simplement pour commencer, pour se dire qu'on ne voit pas forcément tous de la même façon cette photo-là, donc avec chacun, avec son regard. Le mien, c'est celui de l'AMO qui a été à un moment responsable de, alors j'ai pas travaillé sur cette commune, mais en tout cas responsable de la zone à urbaniser qui a conduit à la construction de ce pavillon. Donc je pense que... T'es content du... Moi, je pense que c'est pas mal, il y a des jolies perspectives. Je pense qu'on interroge ce sujet ZAN pour revenir sur ce que tu disais en introduction, chacun aussi avec nos domaines. Si tu veux suivre, je te l'ai mis pour nos spécificités de métier. Si on avance, moi ce que je voudrais revenir, c'est sur la pratique de la planification. Et tu n'en as pas besoin, je crois. Qui me concerne, et sans faire donc juste sur la carte page suivante, sans faire d'historique et d'archéologie, en plus je ne suis peut-être pas le mieux placé pour le faire, mais en tout cas, moi j'entendais déjà au début dans le métier de la planification, on dénonçait les zones NB des postes, les zones naturelles bâties avec ces grands terrains. Je suis originaire du Var et on avait le champion de France de la zone NB dans notre département, on était assez fiers, à Saint-Maximin, à Sainte-Baume. Et en fait, urbanisme paysager. Oui, voilà, habiter le parc, voilà. ça, habiter la colline. Donc en fait, on était déjà dans ces sujets il y a 10 ans, où on dénombrait le mitage, la consommation d'espace, l'étalement urbain, les niveaux réseaux, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas foncièrement un basculement de prise de conscience spontanée. Je pense que c'est plutôt après dans les méthodes et dans la façon dont on met en œuvre ces démarches de planification, où là, je vais pouvoir peut-être témoigner de quelque chose qui me paraît assez décisif par rapport aux ZAN, parce que ces sujets qu'on avait il y a 10 ans sur les postes, les premières générations de PLU, et si tu peux avancer juste sur la page suivante, sur les premiers PLU que j'ai validés avec, je ne sais pas, de tomates, une grande zone à urbaniser dans un tout petit village. En fait, sur ces zones-là, c'était en 2014 un secteur d'urbanisation de zone AU classique qui a été bien validé par les services de l'État. Donc, on reparlait tout à l'heure de la recentralisation, etc. Je pense que cette recentralisation, elle se fait aussi assez récemment, et elle s'est accrue assez récemment sur le jugement des PLU, puisque là encore, en 2014, ce type de zonage passait, et on ne se sentait pas trop coupable au sein de l'agence en réalisant ça. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes. Donc, si on avance encore dans la présentation, pour dire que simplement une toute petite image qui me permet de dire que ce n'est pas, bien sûr, uniquement la faute des élus et pas uniquement la faute de nos maîtrises d'ouvrage en planification qui sont responsables. Je prends là un exemple d'une commune pour laquelle j'ai travaillé où l'urbanisation sous forme d'étalement pavillonnaire, c'est en fait sous l'impulsion d'EDF qui a été, donc on a proximité là d'une centrale nucléaire, EDF qui a été l'aménageur et qui a conduit aussi sur ces terrains, sur ces surfaces, sur ces communes, à véhiculer le modèle de l'étalement urbain. Donc on n'est pas seulement là dans une lubie d'élus, c'est bien un système global de chaîne de l'aménagement dans lequel on porte la responsabilité de cet étalement urbain. Une fois que j'ai dit ça, que j'ai un peu fait l'introduction sur les difficultés historiques, je pense qu'il y a un sujet, c'est quand même la montée globale de la prise en compte, si tu peux avancer, alors pas sur celle-ci, sur la suivante, de la prise en compte des enjeux environnementaux, puisque c'est bien dans la continuité de cette prise de conscience et de cette montée dans le corpus des PLU que s'inscrit le ZAN. On a depuis, je ne reviens pas sur l'historique des lois, mais Grenelle et sur l'introduction des trames vertes et bleues, on a déjà ces enjeux qui étaient présents de prise en compte de l'environnement, dans l'occurrence de déclinaison dans les pièces réglementaires, ici le règlement
de la trame verte et bleue et de comment elle va réguler les questions de continuité écologique. On n'est pas du tout dans cette, on est dans cette continuité de prise en compte des enjeux environnementaux avec les différentes lois. Mais je trouve qu'avec, et juste sur la slide suivante, je trouve qu'avec le ZAN et la logique comptable, le renversement de la démonstration dans nos démarches de planification, on n'est non plus dans une nouvelle couche d'enjeux environnementaux qui viennent s'ajouter dans notre démarche de PLUI, de planification. On est dans un renversement complet de la logique de démonstration et de justification du diagnostic du projet vers les pièces réglementaires qui sont conduites dans ces démarches de planification. C'est ce que je vous explique juste après. Si on peut avancer, pourquoi je parle d'un renversement méthodologique? Juste si tu peux avancer, voilà, encore une fois. Juste avant. Merci. Puisqu'on a parlé du PLU juste avant, s'il te plaît. Je devrais allonger mon bras à le faire. Moi, je pense qu'on a sur le sujet, non pas une nouvelle couche de planification qui porte sur les enjeux environnementaux, mais bien une exigence, merci beaucoup, mais bien une exigence dans le cadre de démarches, des méthodologies qui sont mises en œuvre, une nouvelle exigence en matière, une nouvelle exigence en matière de prise en compte de ces enjeux et de reformulation. Pourquoi je parle vraiment d'un renversement complet, c'est parce que autant pendant les 10 dernières années et la montée en force, en compétences dans nos PLU des enjeux environnementaux, on a su s'adapter. On a renforcé nos équipes en planification avec des écologues, avec des bureaux d'études environnement. On a rallongé et renforcé nos états initiaux de l'environnement. Donc tout ça, on est arrivé à s'adapter dans le cadre de nos démarches de planification pour intégrer et pour mieux faire intégrer aux élus, aux maîtrises d'ouvrage, l'environnement dans les produits. Or, là, aujourd'hui, on se rend compte, avec plusieurs échecs, plusieurs avis négatifs des services de l'État, plusieurs constats que, même avec toute la meilleure volonté du monde et la conduite de démarches ambitieuses en matière de planification, en fait, on arrive assez rapidement à un constat d'échec, on n'arrive pas à passer le cap et à, ce qui a été dit en introduction, à traduire dans les documents de planification une exigence que devraient s'imposer les collectivités sur leur ambition de réduction de la consommation foncière. Si on voit juste suite, moi je le vois, ce renversement et c'est comment dire, ce renversement un peu méthodologique, je le voyais en 4 étapes principales qui faisaient partie des différentes lois évoquées tout à l'heure par Alexandra, qui sont des lois qui ont petit à petit renversé la façon dont on doit rédiger les différentes pièces du PLU, en fixant des objectifs chiffrés de modération de consommation d'espace dans les PADD, en évaluant les potentiels de densification dans nos rapports de présentation de diagnostic, en interdisant dans les derniers décrets de la loi climat résilience le recours à des zones à urbaniser tant qu'on n'a pas démontré que les zones déjà urbanisées pouvaient encore accueillir des logements. On a complètement renversé cette logique de l'aménagement et cette logique qu'on pourrait qualifier, juste je passe. La suivante, d'une méthode que vous avez évoquée d'ailleurs tout à l'heure, qui était une méthode qui s'appuyait beaucoup sur les projections, en matière de besoins résidentiels, de besoins de construction de logements. Donc c'était un petit peu la démarche classique dans ces contextes périurbains, ruraux. Monsieur le maire, quelle est votre ambition démographique dans 15 ans? Combien ça produit de logements? Pas que périurbains, ruraux. Non, mais on va dire que c'est parce que là, la conclusion derrière de ce qui était lié à ces objectifs-là, c'était l'outil systématique, évident, de mise en place d'une zone à urbaniser. On en mettait peut-être moins, on en tartinait peut-être moins que dans les zones NA des postes. Tout à l'heure, quelqu'un en parlait, je crois, dans le chat. Mais on arrivait toujours au même outil, la même logique, la même démarche méthodologique, produit la même conséquence spatiale et le même résultat en termes d'outils d'aménagement. Et je pense que
et là je parle de choses récentes, on avait tout de même pris en compte les enjeux environnementaux, où les services de l'État avaient vérifié qu'on avait bien parlé de train de RT bleu et de modération de la consommation foncière. Et donc, avec la montée en puissance des enjeux environnementaux, on a intégré, on a de plus en plus intégré la question environnementale dans nos PADD, et on a atterri sur ce que dénonçait un petit peu tout à l'heure, c'est l'urbanisme Casio, j'ai bien aimé le concept, qu'on traduit et qu'on doit mettre en œuvre aujourd'hui dans nos méthodes de planification, avec ce que ça a de complètement différent pour un élu, c'est-à-dire qu'il n'est plus à l'initiative d'une démarche de projection de ses ambitions en matière de développement économique, en matière de résidentiel, etc. Il est dans une série de normes, de ces chiffres-là, vous disiez tout à l'heure, il faut les justifier derrière. Et donc, c'est là où on a ce renversement méthodologique et où on perd, je pense, en tout cas, c'est notre sentiment, on perd là l'échange démocratique avec les élus et on les perd globalement sur la finalité même de ces démarches de planification. Si on peut avancer, je tiens encore. Ah, c'est là, derrière. Oui, on va avancer un peu. Oui, donc ce que je voulais dire rapidement pour parler aussi du sujet maison individuelle. Le nouveau paradigme méthodologique décrit en première partie et ses écueils relatifs à la conduite des démarches de planification sont encore trop souvent réduits à la désignation d'un principal bouc émissaire. Il s'agit de la maison individuelle, présente dans les discours politiques, médiatiques, voire même professionnels. Or, pour qu'elles atterrissent concrètement dans les documents de planification, avec l'adhésion et le soutien des collectivités, les hautes ambitions des dernières évolutions législatives appellent une refonte beaucoup plus profonde des cadres de la planification. Il s'agit de la conduite des procédures et leur gouvernance, le lien avec l'instruction des autorisations du droit des sols et l'urbanisme préopérationnel, mais aussi les référentiels mobilisés par les collectivités, professionnels et partenaires institutionnels. Dans l'attente du grand soir de l'aménagement et de la planification, ou plus simplement d'un ras-le-bol généralisé des élus de ces territoires, nous identifions 3 principaux leviers d'adaptation des méthodologies de la planification. 1. Construire de nouvelles instances délibératives, de la gouvernance à la participation, que je ne développe pas ici. 2. Fixer les sujets en tension, à l'aide d'un effort de pédagogie et de sémantique. L'exemple développé ici est une réflexion conduite avec les collectivités, leurs partenaires institutionnels, ainsi que les acteurs de l'immobilier et de l'aménagement de la métropole européenne de Lille, où le but était de définir les conditions d'acceptabilité, de réussite et de qualité d'un projet urbain proposant des objectifs de densité supérieurs à ceux des projets passés. Ce travail montre que la maison individuelle n'est pas une problématique en soi, mais qu'elle doit permettre de remettre en question plus largement les zones à urbaniser en extension, accueillant des permis d'aménager, d'habitat peu dense, réalisés souvent sans qualité urbaine ou paysagère. Le 3e levier est d'outiller la mise en œuvre des objectifs ZAN. C'est un autre exemple qui est développé ici, c'est la réalisation dans le cadre de démarches d'élaboration de PLUI, de ce qu'on appelle des cahiers communaux individuels, permettant à chaque commune de l'interco du territoire de disposer d'une analyse foncière extrêmement détaillée et objectivée sur le terrain, afin d'évaluer son potentiel des tissus et justifier les choix réglementaires en regard des objectifs intercommunaux. Ce travail montre que la maison individuelle a encore toute sa place dans la réponse aux besoins en matière de logement des collectivités, à condition de bien identifier les fonciers destinés à les accueillir, en fonction des contextes urbains, des marchés locaux, des potentiels de densification. Ce titre, volontairement provocateur, aurait pu également s'intituler « Planifier la rareté », en référence aux travaux de Xavier Desjardins. L'objectif est simplement d'illustrer à travers 2 exemples des situations dans lesquelles la maison individuelle et les tissus pavillonnaires peuvent présenter des qualités afin de répondre à certains objectifs des démarches de planification dans le cadre de la loi climat-résilience. C'est finalement la rareté dans certains contextes, ça va être la pleine terre. Et on voit par exemple, je travaille en Paris-Marne-et-Bois pour le PLUI de l'établissement public territorial, certaines communes comme la ville de Saint-Maur, qui n'ont pas d'espace naturel énorme, de grandes zones naturelles, ont par contre tout un maillage de jardins de pleine terre sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour gérer ces questions de trame verte à l'échelle du territoire. Donc,
voir la maison individuelle comme le symbole, le bouc émissaire de l'étalement et de la typologie, c'est pas vrai, par exemple, dans ces contextes-là où la pleine terre est en manque et la pleine terre doit être préservée. Et c'est pas vrai non plus, je avance sur la slide suivante, quand on considère aussi ce tissu comme un tissu avec une richesse patrimoniale. Beaucoup de PLU recensent au sein de ce tissu-là vraiment une diversité, une richesse patrimoniale. Alors, certains le font aussi dans une logique défensive contre la densification, mais ils le font aussi parce que on retrouve dans ce tissu-là une richesse patrimoniale et aussi une richesse des tissus urbains à évoluer et à produire à l'échelle locale, en production courte, du logement individuel et du logement encore dans ces tissus existants. Donc là, c'était un exemple d'un PLU à droite à Malakoff que j'avais élaboré il y a quelques années et qui permet la densification ponctuelle et l'accueil de nouveaux logements individuels, de maisons individuelles dans le tissu existant. Et juste pour conclure, essayer de retrouver un peu de continuité dans cette présentation hachée par la technique. J'ai dû envoyer des mauvaises ondes sur la présentation. 3 points de conclusion. Le renversement méthodologique que j'évoquais tout à l'heure, moins dans les projections sur du développement urbain, de l'acte de construire, quelqu'un me disait ça aussi tout à l'heure. Le PLU ne doit pas servir qu'à définir l'acte de construire. On est aujourd'hui dans une méthodologie qui est plutôt, on part des capacités. On inverse le regard. La deuxième conséquence, c'est donc de nouveaux outils d'analyse, davantage de débats, davantage d'instances aussi délibératives sur ce sujet du ZAN dans les démarches d'élaboration des documents de planification. Mais comme c'était dit en introduction, et je reboucle, je pense qu'il y a la nécessité d'avoir une refonte beaucoup plus globale de l'insatisfaction de ces moteurs et de ces dispositifs, avec à chaque fois, colonne de droite, ce que ça veut dire sur la question du pavillonnaire et si on est d'accord pour dire que le renversement méthodologique lié aux injonctions ZAN peut mettre un terme au systématisme de la zone à urbaniser, du lotissement, etc., qui était un peu le cas dans encore quelques années dans les documents d'urbanisme. Les nouveaux outils qu'on met en place, qui sont nécessaires, permettent d'apporter une lecture un peu plus contextuelle de ces tissus pavillonnaires. Et je pense que là, la maison individuelle, elle a vraiment un rôle à jouer. Et si une refonte globale doit se faire, je pense qu'elle ne doit pas se faire en balayant la maison comme le bouc émissaire, comme ça peut être parfois évoqué par certains politiques, commentateurs, etc., mais vraiment de réinscrire la maison individuelle comme une typologie au service de la planification d'autres ressources à préserver, comme la pleine terre, comme la capacité de densification et l'évolutivité des tissus urbains, ce que ne permettent pas d'autres typologies, notamment en contexte dense. Voilà pour l'intervention.